On a tous été surpris il y a quelques semaines quand Bruce Willis a annoncé sa retraite forcée du métier d'acteur, suivant son diagnostic d'aphasie, une condition dégénérative qui mène éventuellement le malade vers une impossibilité de parler, lire, écrire ou même reconnaître des objets de la vie de tous les jours. Did you rehearse that? Je dis surpris, mais pour ceux qui avaient le malheur de suivre la carrière de Bruce Willis dans les dernières années, vous aurez sûrement remarqué que quelque chose d'étrange semblait se passer. Puis ça, c'est pas anodin, parce que Bruce Willis est responsable presque à lui seul d'avoir démocratisé le film d'action comme on le connaît. C'est une superstar. I'm a popular guy. Dans les années 80, les films d'action, c'est Arnold, c'est Lundgren, c'est Stallone, c'est des héros gigantesques puis des musculés avec des guns qui vivent des aventures extraordinaires ou qui vont décalisser un pays communiste au complet. Bruce Willis est arrivé, l'air de n'importe qui, pas de souliers, puis a sauvé tous les travailleurs d'une tour à bureau remplie de terroristes le soir de Noël en ayant l'air du gars que ça ne tente même pas d'être là puis qui est à peine un peu dépassé par les événements. Il est ensuite devenu incontestablement une des plus grandes vedettes du cinéma de notre époque, avec des classiques qu'on a tous connus, puis en 2015, il s'est mis à accumuler les choix cinématographiques vraiment louches, cumulant plus de 30 films en 7 ans, tous plus interchangeables, fades et insignifiants les uns que les autres, le tout sans aucune trace d'explication logique. Eh bien, je considère qu'aucune de vos questions mérite une réponse. Ce sont les charades. Très bien, monsieur l'agent. Et dans le lot, vous me voyez venir, plusieurs peuvent également compter sur la présence de lutteurs. Tout ça devient de plus en plus intéressant. Voici donc un aperçu et un avertissement sur la plotée de films de Bruce Willis qui mettent en vedette des lutteurs. On commence en 2016 avec Maraudeur qui met en vedette Bruce Willis et Batista. Le film se passe à Cincinnati où une série de vols de banque sont perpétrés par des criminels super entraînés qui donnent l'impression à un agent du FBI que tous ces vols seraient en fait organisés par le PDG de la chaîne de banque, joué par Bruce Willis. Je dis joué, mais vous allez vite remarquer qu'une des choses qui unit tous les Bruce Willis modernes, c'est que Bruce Willis joue maintenant toujours Bruce Willis sans que ça semble intéresser, avec la même détermination et le même amour qu'un employé de chez Subway qui te fait un sandwich à 11h le matin, encore éméché de la veille. C'est un exploit plutôt impressionnant. Son personnage est presque exclusivement cantonné dans sa chambre d'hôtel, lit ses lignes sur des cartons hors champ et n'a que très peu d'interaction avec les autres acteurs du film. Batista, lui, joue un des agents du FBI, partenaire du personnage principal qui mène l'enquête, interprété par Christopher Meloni, qui soupçonne Bruce de cambrioler sa propre banque. Je vais lui enfoncer dans le cul. Bonne idée. Ce qu'on apprend au fil du film, c'est que tout ça, c'est une tactique pour faire tomber le PDG, qui entretient des liens politiques avec le gouverneur, dans un genre d'histoire de Robin des Bois moderne. On est censé se poser des questions sur l'éthique, sur la ligne mince qui sépare le bien et le mal, les teintes de gris qui existent dans la vie et sur les motivations personnelles dans un contexte qui dépasse l'importance de l'individu. Mais honnêtement, il n'y a rien de tout ça qui se passe, parce que c'est un mess. Les images sont superbes considérant la vitesse du tournage, on croirait Seven de David Fincher, mais le film souffre d'avoir été fait à la va-vite et un scénario qui a l'air de changer au jour le jour. Qui d'autre trouve que ça sent la merde? C'est un bel effort, mais on dirait un film booké par Vince Russo. C'est un petit voyou. Il n'aurait pas pu faire ça. Batista n'a pas grand chose à faire, ni à dire. C'est juste un policier douchebag qui veut que son partner trouve les méchants. Ironiquement, tout le monde a de quoi de physique à faire, sauf lui qui peut juste être là. Dans les bonus du DVD, Batista explique qu'il a quand même réussi à intégrer une petite référence à la lutte. Parce qu'il comprend que ses fans à la WWE vont probablement finir par regarder le film juste pour lui. Good guy Batista. Je sais pas ce qui s'est passé avec Batista pour qu'on passe de ce genre de rôle complètement inutile à des gros rôles de sbires dans les James Bond ou dans les films de Denis Villeneuve. Qu'est-ce que tu comptes faire avec? Probablement que c'est juste un bon Jack qui donne envie qu'on travaille avec lui, et j'imagine que ça, c'est tout à l'honneur de Batista. Ah oui, puis il y a Toby Wilson qui apparaît dans une coupe de scène, jouant la femme trophée du directeur décédé de la première banque cambriolée dans le film. Elle a donc joué dans un film de Bruce Willis, sans jamais rencontrer Bruce Willis. Pardon. Non, pourquoi? Nice!
Next, on a Precious Cargo, alias le convoi. C'est à partir de là qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre avec Bruce Willis. Si Maraudeur passait encore, vu comment le film était relativement dense en contenu, ben le convoi c'est exactement le contraire. Bruce Willis joue Bruce Willis, qui est un genre de gros bonnet du cambriolage à grosse échelle. Genre vol spectaculaire de millions de dollars en armes ou en pierres précieuses. Un petit voleur avec sa gang d'Underdog vont tenter de voler le voleur, causant un jeu de chat et de la souris, mené par un Bruce Willis qui, encore une fois, a l'air de s'en être tenu au minimum, restant dans sa chambre d'hôtel pour commander le film à distance ou au cellulaire, avec ses paraboles et ses métaphores de jeux d'échecs. J'adore les échecs. C'est la métaphore parfaite de la vie. C'est moi le roi. Simon est mon cavalier. Touche pas. Vous n'êtes qu'un pion, et si vous n'y prenez pas garde, vous allez être sacrifié. Est-ce que c'est bien clair? Ouais. Le peu de lignes et d'actions qu'il a à faire donne l'impression qu'il pourrait avoir tout fait ça en une journée ou deux. Plusieurs acteurs de Maraudeur sont encore une fois de la distribution, mais ça reste mince et inintéressant, quoique tout le monde a l'air d'avoir eu du fun sur le plateau, ce qui donne pas nécessairement un meilleur film. Mais là, pourquoi je vous en parle? Ouais, hein? Où tu veux en venir, gros dur? On va y passer la journée? Bah, tout simplement parce que Tori Wilson joue de nouveau un rôle dans le film. Elle fait l'une des 4 concubines de Bruce Willis, la seule qui a du texte à dire d'ailleurs. C'est quoi ton problème, le tordu? Encore une fois, Tori Wilson joue dans un film avec Bruce Willis. Qui plus est, son personnage couche techniquement avec Bruce Willis, mais comme toujours sans avoir eu une seule interaction avec lui. Nice! Quoi? Puis ce que je viens de vous montrer là, c'est l'intégrale de la carrière cinématographique de Tori Wilson. Yes! Une défaite! Bande d'enfoirés. G.I. Joe Retaliation. Je vous avoue d'emblée que je suis pas un grand connaisseur de la vieille série des G.I. Joe, malgré la présence d'On Sait Qui. My name is Sergeant Slaughter, Special Drill Instructor for G.I. Joe. C'est passé tout droit pendant mes jeunes années. Anyway, ici c'est plus un film de G.I. Joe parce que The Rock est dedans. À la seconde que The Rock apparaît dans une franchise, ça devient tout simplement des films avec The Rock. The Rock est Roadblock. Quand lui et son team de G.I. Joe sont trahis lors d'une opération dans le désert qui visait à récupérer des missiles nucléaires au Pakistan et laisser pour mort, ils doivent revenir aux États-Unis et découvrir qui au sein du gouvernement est responsable de l'exécution des G.I. Joe. Leurs soupçons vont vite pointer vers le président actuel, Jonathan Pryce, qui est en fait Zartan, originalement joué par Arnold Vosloo. Je sais pas si c'est voulu, mais avec G.I. Joe Retaliation, on prend enfin notre revanche sur le retour de la momie. Arnold Vosloo, qui jouait Imhotep, est seulement vu en version digitalisée dans le film, avec un vrai The Rock, pendant que dans le retour de la momie, on avait le roi Scorpion en digitalisé et Imhotep en live, vengeance poétique, 10 ans plus tard. Bruce Willis y fait le rôle du lieutenant Colton, le fondateur des G.I. Joe, et sans surprise, il n'a tourné que quelques jours dans le film. Vous venez avec nous? La défense refuse que je sorte de ma retraite. Même si Bruce Willis a quand même l'air en forme et pas aussi approximatif que dans ses autres films quelques années plus tard, on a quand même le blueprint de ce qui va devenir des films de Bruce Willis. Tournage rapide, écran vert, peu de prise de vue et très peu d'action de sa part. Est-ce que ça va? Ouais. Vous, ça va? Faudrait que je perde quelques kilos. Sinon, je sais pas quoi vous dire. Ouah. On dirait Team America, mais pas drôle. Ça rappelle la franchise des Transformers avec des militaires, des chicks filmés en male gaze vraiment creepy pour exciter les jeunes adolescents en mâle. Genre sérieux, pourquoi qu'elle enlève son casque super important avant de se battre, juste pour sortir ses cheveux? Des muscles vraiment trop huilés et des montages de scènes de guns qui montrent vraiment qu'aux États-Unis, l'amour des guns est pratiquement sexuel, même s'il n'y a pas une goutte de sang dans la violence que ça cause. L'ère puritaine, c'est la sexualité sans nudité et la violence romantisée d'un semi-automatique sans les conséquences. Oh, ça va tellement bien finir, ça. Tu vas me parler de la pression barométrique aussi? Elle augmente, comme celle dans tes petites culottes. T'adores mes petites culottes. Saut en 2021 avec Cosmic Sin. Allô?
je vous avertis, on touche vraiment le fond du baril côté cinéma. Moi, j'appelle plus ça du cinéma. C'est rendu une série d'images qui bouge très très vite pour remplir 1h30 de temps. Bruce Willis fait maintenant jusqu'à 7 films par année, moyennant 1 à 2 jours de tournage par film. Il est presque toujours filmé pour qu'on voit pas son visage, puis il a son propre double qu'il joue dans presque 95% de son temps à l'écran. Il ne répète pas ses scènes, ne donne aucune entrevue et n'a pratiquement aucune interaction avec les autres acteurs, forçant ses fans à présumer pas mal n'importe quoi à ce point-ci. The whole world needs you. No. No. Maintenant, on sait que la cause, c'est son aphasie qu'il gagnait. Mais avant l'annonce officielle, on pouvait se permettre de spéculer n'importe quoi sur pourquoi une légende comme Bruce Willis était prêt à pisser sur son leg juste pour accumuler des titres sans saveur à sa filmographie pour faire 1 million de dollars par jour de tournage. On est en 2524, où apparemment sur Terre, on conduit encore des vieux pick-up Toyota de 2010 et on boit des shots dans un bar. En 100 ans, on a eu les voitures, l'aviation, les ordinateurs, les vaccins, 2 clochers l'idiot. On a envoyé des hommes sur la Lune, des robots sur Mars. Mais là, en 500 ans... En gros, sur une colonie d'une autre planète qui sert d'opération minière aux humains, les travailleurs sont attaqués par des extraterrestres qui nous transforment en zombies, qui veulent utiliser notre connaissance des trous noirs pour se déplacer dans l'espace-temps et venir nous asservir sur Terre. On sort donc de la retraite le général Ford qui a largué une bombe Q sur 70 millions d'humains pour suivre les ordres, pour voir ce qui se passe. Une fois sur la planète, ils sont aidés de... Hey! Say something. Lana. Son personnage s'appelle Sol Cantos. Et c'est pas mal ça. Elle fait partie de la résistance de la planète qui combat les extraterrestres et elle tire avec son gros fusil et fait des jokes de petits pénis. Are you sure you can handle that thing? I've handled bigger. Willis a amené une bombe Q pour génocider la civilisation extraterrestre. Puis comment fonctionne la bombe? Je suis pas sûr que je suis à l'aise avec l'idée. Imaginez une seconde ce que ça implique. On a des extraterrestres qui veulent nous empêcher de miner sur une autre planète avec leur technologie ultra plus avancée que la nôtre, avec nos Toyota thermiques au gaz, puis nous, on communique même pas avec eux puis on les explose. Toute leur civilisation qui a appris à se transporter dans l'espace-temps avec du plasma. Fuck you, c'est teams humains! J'imagine que c'était à eux d'avoir une armure du futur qui survit à une simple balle de pistolet. En entrevue, Lana s'est fait demander comment c'était de travailler avec Bruce Willis, qui lui a filmé toutes ses scènes en 2 jours. Notre pauvre Lana a probablement juste travaillé avec son double. Nice! Just try to make some conversation. Mais d'où ça vient ça, l'idée d'exploiter des vedettes de même et faire le marketing autour de leur présence comme étant un film avec? La pratique existe depuis aussi longtemps qu'il y a eu un Star System et que les films sont pompés en dehors des studios comme des Model T, des usines de Ford. Dans les années 30, on vantait les films d'horreur qui mettaient en vedette Bela Lugosi ou le monstre de Frankenstein original, Boris Karloff, comme si ça rendait les films meilleurs. Dans les années 80, on créait des faux films de Bruce Lee après sa mort, parce qu'après tout, du kung-fu, c'est du kung-fu. Surtout vite fait, sur une pochette VHS, ça peut porter à confusion juste assez longtemps pour que tu passes à la caisse. La VHS et le marché du DVD sont maintenant effondrés, mais le marché du sur-demande en streaming a pris la relève. Same shit, different day. Mais, en 2010, il y a un film qui a fait plus pour les mauvais films d'action que n'importe quel autre. The Expendables. Sylvester Stallone est un génie du cinéma commercial. Il voit les choses venir 10 ans d'avance. Puis quand il a fait The Expendables, il a posé les bases du modèle commercial actuel. Son film rend hommage aux années fastes du cinéma d'action gros bras américain des années 80, avec en vedette une gang de mercenaires un peu passé date, mais plus badass que jamais, qui doivent aller se débarrasser d'un dictateur en Amérique du Sud, Eric Roberts. Donc vous voulez qu'on le sorte? Je le veux mort. Bruce Willis joue Monsieur Church qui donne la mission à Stallone et Statham. Le film met en vedette sinon Jet Li, Mickey Rourke, Terry Crews, Dolph Lundgren, Randy Couture, Arnold Schwarzenegger et Stone Cold Steve Austin
dans le rôle du sbire principal d'Eric Roberts, son bodyguard personnel, avec la pire voix de doublage. Il se prend pour un caïd. Regarde-moi, petite ordure! Je vais le descendre. Même si le film est un bon succès et a fait plaisir aux fans, on peut pas s'empêcher de trouver qu'il y a quelque chose qui a l'air louche. Les films ont l'air d'avoir été tournés où ça coûte rien, genre Serbie, Roumanie, Philippines, Amérique du Sud. Les acteurs ont l'air de même pas être sur le plateau en même temps, puis d'autres sont là à peine 3 minutes, même si la pochette semble indiquer exactement le contraire. Les effets spéciaux sont cheap, puis le scénario est presque inexistant. Puis là, le pire qui pouvait arriver arriva. Le film a fait de l'argent. Shit! Nous sommes des mercenaires, tous les deux. Nous sommes morts à l'intérieur. Il en fallait pas plus pour qu'immédiatement après, tous les producteurs véreux et malhonnêtes se mettent à injecter plein d'argent de sources douteuses pour produire et vendre le plus rapidement possible, souvent avec rien d'autre qu'un poster, des films qui promettent la présence, souvent en début et à la toute fin seulement, d'acteurs vieillissants qui seront ensuite tassés par le scénario et remplacés par des doublures. Je fais de vous un homme riche. C'est bon d'être riche, c'est utile. Cela permet aux gens d'avoir le comportement stupide que la nature avait prévu pour eux. Puis ça a marché. Les films ne coûtent rien, assurent une retraite confortable ou en tout cas permettent à nos stars déchues de vivre avec leur train de vie habituel. Voilà une triste représentation de la société d'aujourd'hui. Et les films sont vendus à des chaînes de télé payantes et des services de streaming pour remplir leur catalogue et nous donner l'impression d'une véritable offre. Encore. On tourne le film où ça coûte rien, en quelques jours, on réalise un tout petit profit et on recommence. Y a qu'un con qui prendrait ce job. Combien? C'est ce que je disais. C'est le côté le plus laid du cinéma. 100% business. Il peut arriver que l'argent n'en vaille pas la peine. Vous faites erreur. Les films sont des produits jetables, tout juste fonctionnels, dénués de toute aspiration artistique. Et malheureusement, on peut en produire à l'infini. Continuez. Quand Bruce Willis s'est rendu compte que la fin de sa carrière approchait, c'est un peu comme s'il avait fait un pacte avec le diable. On l'a exploité, de son plein gré, pour que lui assure ses vieux jours pour sa famille. Ça te pose un problème? Mais en échange, on placarde son image sur des boîtiers qui oublient de nous dire que le film sera incompréhensible et que notre vedette n'y sera que 5 minutes, assis sur une chaise à lire ses lignes sur des cartons. Et pour nous, fans de lutte, on a rajouté des lutteurs. Puis même si tu te dis que c'est la dernière fois que tu te fais avoir, par le temps que tu te rends compte de ce qui t'est arrivé, il y en a 3 autres qui ont apparu sur Netflix, puis il y a d'autres poissons qui ont mordu à ta place. Voilà qui devrait clore pour toujours le chapitre des films de Bruce Willis avec des lutteurs. J'ai besoin de toi et ton équipe sur ce coup-là. On le fait à ma manière, et vous posez pas de questions. J'embarque. D'accord, je suis avec toi. Donc on est des appâts. Non, c'est pas vous, les appâts.